Alors l'association des croqueurs de pommes est née dans le Cantal il y a exactement 29 ans. 29 ans, 28, 29 ans, à l'initiative de bénévoles qui adoraient la nature et qui ont voulu absolument créer quelque chose qui était représentatif pour bien expliquer aux gens, avec des termes bien pointus, connus et surtout une expérience, de parler aux gens tout ce qui a trait à un verger, que ce soit la greffe, la taille, les maladies, les variétés à mettre. Souvent, on porte des lunettes, à un certain âge et tout, et qui plus est, dès qu'il y a un rayon de soleil, on met beaucoup plus de lunettes de soleil que les gens mettaient avant. Ce qui est un grand tort. Parce que lorsqu'un œil est habitué à toujours avoir des lunettes de soleil, le jour où on ne les met pas, il morfle. Et surtout, ce qu'il y a, c'est que derrière une vitre, les lunettes de vue, ou lunettes de soleil, il y a certains éléments du soleil qui ne pénètrent plus la rétine. Pour les végétaux, c'est exactement pareil. Il leur faut une partie de luminosité à certains, et à d'autres, par contre, il ne leur faut pas cette luminosité. Ou du moins, il ne leur faut dans un laps de temps relativement court sur leur journée. C'est l'exemple que je vous disais autrefois des fraises. Les fraises, on ne les met pas en plein soleil. Or, 90%, là j'avais vu encore ce week-end, des fraises que les gens mettent, ils les mettent en plein soleil. Jamais en plein soleil. Et nous avons adhéré à ce moment-là à l'association de Belfort, qui est dans 66 départements en France et qui regroupe un peu à près 9000 adhérents en France. Tous les 4 ans, nous organisons une exposition internationale qui comprend 12 à 18 pays. Et il y a à peu près 6 à 7 000 personnes qui viennent à cette manifestation sur un week-end. Et donc, toujours pareil, pour faire connaître à tout un chacun, bénévolement, gracieusement, tout ce qui a trait à un verger. Il y a des trucs qu'on peut ajouter au niveau du sol. Tout le monde vous dit les orties, la consou, le purin d'ortie, le purin de consou. Mais il y a 2 choses, voire 3, qui agissent énormément sur la tomate. C'est, premièrement, le marc de café. On ne jette jamais le marc de café. Le marc de café est très riche. Si vous connaissez un cafetier qui a des trucs, clac, vous lui mettez un seau, vous lui dites, je passerai le prendre à la fin de la semaine, vous récupérez les marcs. Comme le fumier, il faut le laisser se reposer une paire de mois. Il y a également 2 autres trucs qu'on entend très peu parler. C'est les peaux de banane, qui sont extrêmement riches en potassium. Il faut les couper en tout petits morceaux, moins de 1 cm, et on les incorpore au niveau du sol. Si vous les laissez en surface, les oiseaux vont vous les manger. On les incorpore à la surface du sol, et on ajoute, que ce soit aux tomates, aux fraisiers, aux rosiers, une pincée de sel d'Epsom. Le sel d'Epsom, avec les bananes, le marc de café, va créer une synergie dans l'alimentation des végétaux. Alors, ce qui nous anime, c'est l'amour de la nature et surtout un esprit de partage. Autrefois, dans les villages, dans les campagnes et tout, il y avait toujours un rebouteux, il y avait toujours un greffeur. Et le greffeur, pour avoir un peu une emprise sur la population, pour avoir un savoir, pour être respecté et tout, venez toujours vous greffer un arbre lorsque vous lui aviez demandé, vous n'étiez pas à la maison, comme ça vous ne voyez pas comment il faisait. C'était un secret qui était gardé bien précieusement, de père en fils souvent, les greffeurs. Alors que nous, c'est l'inverse, nous voulons vulgariser et développer, que les gens soient formés aussi bien à la taille, aux maladies, aux variétés. Et donc nous, c'est l'inverse, nous partageons gentiment et gracieusement avec les gens tout le savoir que nous avons acquis. Nous avons au niveau du club des personnes très âgées qui sont des puits de science. Et nous avons bénéficié depuis 29 ans que le club existe de tout ce savoir. Regardez, on croyait qu'il n'y avait pas de pucerons, mais regardez. Sous les feuilles. Ouais. Et regardez où est la larve de coccinelle. Alors elle, une larve de coccinelle, elle peut manger jusqu'à 400 pucerons par jour. 400 pucerons par jour. Une coccinelle, elle ne peut pas dépasser 90. C'est pour ça qu'on n'utilise pas d'insecticide, nous. Le savon noir ne va pas l'embêter. C'est insectifuge, ça repousse, les insectes. Mais je n'ai pas dit une larve. Oui.
Et donc, on va revenir à la taille en verre. Là. La taille en verre, on va tailler maintenant. Ce qui fait que l'avantage de la taille, de faire la taille en verre, c'est d'éviter une déperdition de sève excessive par une croissance accélérée de la branche sur l'année depuis le printemps. Pourquoi? Parce que s'il y a une croissance excessive sur une branche, automatiquement, elle n'est pas grosse, forte, on va dire qu'elle va être malingre. Elle va être fine, la branche. C'est un peu comme nous, on compare toujours à l'être humain, si on a une croissance extrêmement rapide à l'adolescence et tout, il convient qu'on ait une nourriture adaptée et tout pour ne pas avoir de carence et les os fragilisés. Bon, celle-là, alors vous allez me dire, il va tailler sur un œil en dessous ou en dessus? Je ne vais pas tailler sur un œil en dessous là. Parce que regardez bien, si je taille sur un œil en dessous, elle va partir comme ça ne va pas. Je vais par contre remonter un petit peu, elle part de là, d'accord? On va considérer qu'elle fait moins de 50, donc c'est un arbre qui ne pousse pas beaucoup, je vais la réduire de moitié. Hein? Et je vais choisir, par là, ici, je vais choisir celui-là. Qui monte, parce que comme ça, ça m'arrangera mon arbre plutôt qu'il parte comme ça. Là, c'est une question d'esthétique. Tout, vous devez adapter à la logique. Je peux vous dire qu'il y a 25 ans, le club a 28 ans, on a commencé à le faire il y a 25 ans, il n'y avait absolument personne sur le département, on n'avait jamais vu quelqu'un qui faisait la taille en verre. Et pourtant, je peux vous dire que c'est un truc qui amène énormément au niveau des végétaux. Donc, fortement conseillé de faire la taille en verre. Vous n'êtes pas obligé de la faire à tous les arbres. Vous avez toujours des arbres que vous préférez. Vous avez toujours un arbre qui est plus jeune que les autres, que vous avez mis il n'y a pas longtemps. Eh bien, lui, il faut s'en occuper un petit peu plus, se chouchouter, parce qu'un vieil arbre, lui, il vit avec pas grand-chose. C'est un peu comme nous, un être humain. Vous savez, une personne âgée, une bonne soupe, un petit truc et tout, des fois, ça suffit largement le soir. C'est pareil un peu pour la nourriture des arbres. D'accord? Bon, comme celui-là, c'est un arbre qui a un peu poussé. Je coupe, j'enlève un tiers. Un tiers, donc plutôt vers Mais le bon, haut. on peut dire aussi que c'est un arbre rachitique, il faut le tailler davantage. Alors moi je le tomberai ici. Voilà, et comme ça tu l'équilibres un peu. Coupe au-dessus de celle-là, comme ça celle-là partira ici. Oui. Voilà. Celui-là, Voilà. ouais, pourquoi pas. Puis celui-là, Celui-là tu peux y mettre un petit coup aussi, pareil. Soit ici, soit tu peux le prendre là. Hein. Donc, même principe qu'au printemps. La taille en verre. La pousse fait 70 cm, on va la réduire d'un tiers. Si elle fait 20 cm, on va la réduire de moitié. Et ça contrariera un petit peu le phénomène d'avoir allégé la photosynthèse malgré la taille des branches qui vont augmenter. C'est que l'arbre qui ne pousse pas bien, en ayant taillé à 50%, lui, il va recréer de nouvelles pousses, puisqu'il a du mal à pousser. Et ça va aider à ce moment-là la photosynthèse sur un arbre qui ne pousse pas beaucoup. Vous voyez que tout se rejoint et toute une logique implacable finalement. Alors moi je suis un des membres fondateurs, je suis le trésorier depuis. Je ne dois pas être trop véreux parce que j'ai conservé mon poste, donc je suis le trésorier et nous avons un socle qui est resté le même au niveau de l'association. Et le problème justement c'est que c'est une association comme toutes les autres dans les autres départements qui sont vieillissantes, comme dans toutes les associations, les gens sont âgés. Les jeunes adhèrent certes, mais ne s'engagent pas pour faire vivre l'association. Et c'est le gros défaut qu'il y a dans toutes les associations, qu'elles soient sportives ou culturelles. Pourquoi les pommes particulièrement? Parce que les grandes surfaces, les grandes productions de pommes se sont focalisées sur les golden notamment. Et ça faisait que des fruits plutôt abâtardis parce que la golden c'était un fruit qui se conserve bien, qui est facilement transportable. Mais sur les 6000 pommiers qui produisent des sortes de pommes différentes, la golden, c'est peu de choses. Donc les croqueurs de pommes, on a dit, il faut garder, parce que les vieux pommiers partaient, s'abâtardissaient et puis périssaient et on ne retrouvait plus des greffons. On a dit, il faut essayer de trouver quelque chose qui puisse conserver ces sortes de pommes. Donc
on a au maximum récupéré des greffons sur les pommiers qui commençaient à périr et on a fait des vergers de pommiers. On a essayé de garder le plus possible de ces arbres-là, de ces sortes-là de pommes. Et ici, chez nous, on est assez complet au point de vue organisation, d'une part pour la documentation, d'autre part pour les stages de greffe, les stages de taille, les stages de traitement. Et on a des personnes qui sont tout particulièrement intéressées par ces stages. Alors un porte-greffe, c'est un pépin de pomme qui a poussé et qui vous fait un porte-greffe, bon, ça dépend de la taille. Quand il est tout petit, la première année, il va pousser de 20-30 cm. L'année suivante, autant ou plus, parce que ça dépend des variétés. Il y en a qui poussent plus que d'autres. Et la greffe, bon, il n'y a pas de changement. Depuis 20 ans, bon, les greffes sont toujours les mêmes. Par contre, ce qu'on fait davantage, on fait davantage la greffe anglaise, alors que par le passé, moi j'ai connu des années 50, 60, tout jeune, c'était uniquement la greffe enfante. Il n'y avait pas d'autre greffe, on ne savait pas faire, hein, parce que mes parents, c'était la greffe enfante, donc c'était comme ça. La greffe anglaise, moi je suis arrivé au croqueur, c'est là que je l'ai connu. Ah ben, c'est-à-dire que moi je suis animé depuis que je suis né là-dedans. Puisqu'à l'époque, comme mes parents étaient dans la partie, bon, c'était des petits agriculteurs, on vivait un peu de tout qui était dans la nature. Et j'ai commencé tout jeune, je suis tombé dedans dès ma naissance, quoi. Cette année, la situation elle n'est pas merveilleuse parce qu'avec le temps qu'il a fait, et beaucoup de fruitiers, poiriers, tout ça, ont les maladies, ont de la tavelure, et vous avez les chutes des feuilles. C'est des feuilles qui sont malades, donc elles tombent, ils les rejettent. Mais le problème, c'est que quand vous avez des fruits, les fruits, s'il n'y a pas de feuilles, les fruits ne peuvent pas grossir, qu'est-ce qu'ils font? Ils tombent. C'est marrant. Elles viennent jaunâtres. Et il y en a que ça se remarque davantage quand elles sont plus brûlées. Vous voyez, il y en a même que la tavelure, elle était là. Elle l'a injectée. Vous voyez ça? Ça fait un genre de brûlure. Et puis ça tombe. Mais bon, petit à petit, c'est la pomme c'est la feuille qui tombe. Ah ben, le temps il est très mauvais et pour tout ce qui est fruité, on ne peut pas trouver mieux. Hein. C'est ce qu'il y a de pire. Il y a un climat comme ça, en plus des coups de chaud, des temps orageux, un coup de pluie, un coup de soleil, et c'est radical pour tout ce qui est maladie. Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Oh. Voilà ce que ça fait là. Alors à l'intérieur, il y a les petites comment dirais-je, il y avait les petites chenilles, mais là elles sont parties. Et il ne reste plus que cette toile qu'ils font. Une fois que le beau temps va arriver, et ça va repousser, les feuilles vont ressortir à nouveau, il va ressortir de nouvelles. Et bon, celles qui seront mangées, bon, ça va tomber, mais il va ressortir, les autres vont pousser davantage, vont prendre le dessus, et ça ne se verra pas. Là, il y en a quelques-unes. Vous voyez? Alors là, aujourd'hui, bon, le stage, c'est l'éclaircissage. Alors si on prend cet exemple, ce qu'on fait, on laisse la pomme qui se trouve au centre et celles qui sont sur les côtés, comme cette petite, hop, on la casse. Alors celle-là, elle est dure. On la casse pour en laisser qu'une seule. Pour éviter le phénomène du carpocapse, quand il y a deux pommes qui se touchent, le carpocapse, il va pondre
entre les deux fruits. Ce qui fait qu'il va pénétrer d'abord dans une, et ensuite le fait que les deux pommes se touchent, il va passer de l'autre côté, donc il va contaminer les deux. C'est comme ça que ça se passe. Et en plus, le carpocaps, bon, là c'est le cas de pommes qui se touchent, mais majoritairement, il rentre par l'œil. Et il peut rentrer par l'œil aussi et faire le circuit, passer entre les deux ensuite. Bon, c'est un coquin. Moi, je l'ai remarqué depuis 2003, l'année de cette grosse sécheresse. Depuis, j'ai remarqué que beaucoup, bon, en campagne, ça se voit beaucoup plus qu'à la ville. Beaucoup d'arbres qui commencent à sécher, qui n'ont pas résisté, et puis ça a été quand même progressif. Mais 2003, pour moi, ça a été une année terrible. C'est terrible pour le fruit, parce que d'une fois qu'il a le carpocaps, où la pomme tombe, parce qu'elle est véreuse, et lui, il va manger quand même le pépin à l'intérieur, la lauge à pépin, et ensuite, une fois qu'il a mangé la lauge à pépin, il va ressortir et il se laisse tomber au sol. Ça fait une chrysalide qui, elle, va rééclore et qui va recommencer le cycle. Alors avec le climat qu'il fait actuellement, bon, il y a plusieurs cycles dans la saison, ce qui fait que ça multiplie les carpocaps et les fruits véreux. C'est terminé, les chenilles sont sorties. Elles ont dévoré les feuilles. C'est comme ça que ça se passe. Une fois qu'elles sont... Parce que le papillon, c'est les œufs, enfin le reste des œufs, tous ces petits points là. Et bon, les œufs ont éclos, les chenilles sont sorties. Et quand elles sortent, à ce moment-là, elles dévorent toutes les feuilles sur une branche. Voilà, là. Alors, tu vois. Alors là, ce qui est bien, ce que je fais de préférence, alors toujours pareil, on laisse le fruit qui est au centre, que c'est celui généralement qui est le plus beau, qui est le plus fort. Alors ce qu'il y a de bien, c'est de le faire à l'épinette, parce que souvent, quand on casse un fruit, on a des chances de casser le bouquet complet. Il y en a qui cassent bien, il y en a d'autres qui sont plus difficiles à casser. Alors avec une épinette, voilà ce qu'on fait. Là, j'ai cassé, je laisse ces deux, eux qui sont séparés et qui ne se touchent pas. D'accord. Renette rouge étoilée, très tardif. Vous voyez, il a bien fleuri celui-là. Il a un joli bouquet. Alors est-ce que ça va rester? Non, ça ne va pas rester. Il ne va pas en rester beaucoup, à mon avis. Oui, parce qu'elles ne tiennent plus. Voilà. Elles tombent toutes seules. Celle-là devrait rester parce qu'elle a grossi un petit peu. Celle-là aussi. Mais bon, il y en a. Ça c'est foutu. C'est pareil, elle n'a pas grossi, elle est sèche. Elle est sèche. Cassée et au pied du bouquet. Il y en a qui sont beaucoup plus fragiles, il y en a d'autres qui sont très solides. Les bouquets tiennent bien et là, à peine qu'on les touche, si on veut casser le fruit, là, hop, c'est pas le pédoncule qu'on casse, c'est le bouquet. Et là, celui-là, finalement, il fleurit. Alors, il y en a qui fleurissent en deux périodes. Là, il a fleuri il y a un petit bout de temps, certaines, et il y en a d'autres qui ressortent par la suite. Vous voyez, il reste quelques bouquets floraux plus tardifs. Il peut y avoir des écarts entre la période, le début et la seconde. Ce qu'on se rend compte, c'est que de plus en plus, les fruitiers, puisqu'il y a certaines variétés qui étaient bien il y a 10-20 ans dans le bas, par exemple, je prends la rainette de Morse, elle était bien à Morse, qui est quand même à 300 mètres. Eh bien aujourd'hui,
elle est mieux ici, à 600, 700 mètres, elle viendra beaucoup mieux. Parce que c'est une pomme qui est déjà précoce, et le fait de la monter en altitude, ça va retarder un petit peu sa précocité. Parce que sinon, je le vois là-bas à Boissé, mes rainettes de morse, fin août, elles commencent à tomber. Et c'est pas normal. Parce que normalement, la rainette de morse au mois de septembre, fin septembre, pas avant, la logique. Mais là, les fruits ont pris une avance de plusieurs semaines pour être à maturité. Et ce qui se passe, c'est qu'on récolte ces fruits. Mais le problème, c'est que la conservation, il fait tellement chaud encore au mois de septembre, au mois d'octobre, tant que le temps n'est pas rafraîchi, les fruits, c'est catastrophique. Ça pourrit comme pas possible. Et on ne peut pas les conserver. Ou alors il faudrait les mettre dans les frigos comme font les producteurs. Parce que là, il va s'abîmer, le fait qu'il a été transpercé, rongé par je ne sais quoi. Alors il y a certains insectes qui le font, mais là, lequel, j'avoue que... Et là, il y a encore un autre phénomène. Donc ça, c'est un fruit qui a éclaté du fait de la pluie. Un coup de pluie, et les arbres, ils sont en sève. Et forcément, le fruit, il explose et il en éclate. Et ça, on voit ça beaucoup. Sur le pommier, moins. On le voit beaucoup sur les cerises, les pêches. Quand il y a des coups de pluie, ils grossissent tellement vite que la peau, elle éclate. Et là, ça en est un exemple. Oui, évidemment, parce que il faut être passionné, sinon on ne reste pas 20 ans au croqueur de pommes.